Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Alors, tout ce travail pour élaborer cette méthode de régularisation, renormalisation que nous avons vu, fut un énorme travail théorique, un travail vraiment considérable et de longue haleine. Il a fallu trouver les bonnes méthodes, les bonnes approches, il a fallu se débattre avec des outils mathématiques parfois compliqués. Les différentes régularisations et renormalisations ont dû être cherchées, essayées, et jongler avec les diagrammes ne fut pas non plus chose facile. Surtout qu'il a d'abord fallu les imaginer. C'est Feynman les a élaborés pour progresser dans ce domaine. Et de très nombreux théoriciens y ont travaillé, dont beaucoup très connus. On a cité Pauli, Feynman, il y en a bien d'autres comme Bogoliubov, etc. Il a fallu aussi élaborer des constructions systématiques pour implémenter ces méthodes. Enfin, il a fallu s'assurer qu'elles tenaient la route. Et pas seulement qu'en comparant à l'expérience pour pouvoir faire confiance à la théorie. Et en particulier, il a fallu s'assurer que le résultat final du calcul ne dépend pas des choix qui sont faits pour la méthode de régularisation et la méthode de renormalisation. C'est le cas. Alors, entre la méthode perturbative et une théorie utilisable, il a fallu plus de 30 ans, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70. Alors, j'ai parlé de deux soucis avec la résolution, avec ces calculs, et j'en ai donné les solutions. Il reste un troisième souci. Les deux diagrammes que nous avons vus, le photon qui donne une paire électron-positron et l'électron avec un photon. Ils permettent de calculer les masses. En fait, ces diagrammes interviennent dans le calcul des masses et des charges. Calculer la masse et la charge d'un électron, par exemple. Plus, bien sûr, les corrections dues à tous les autres diagrammes. Mais ce calcul n'est pas réalisable, puisque ces intégrales sont divergentes. On doit mesurer les masses et charges de l'électron, et ce résultat est alors utilisé pour la renormalisation, en imposant de trouver le résultat qui est mesuré. Donc la théorie ne peut pas prédire la masse et la charge de l'électron. C'est une lacune théorique qui n'a pas encore été comblée, même si divers progrès ont été faits. C'est le cas de la découverte du boson de Higgs, qui résulte dans la théorie électrofaible que nous ne verrons pas ici, qui donne la masse aux particules, mais elle donne la masse aux particules, mais ne permet pas de la calculer. Le groupe de renormalisation, qui est une théorie basée sur le mécanisme de renormalisation, donc ce fameux nuage de particules habillées, et qui montre que les constantes de couplage, comme le fameux alpha, la constante de structure fine que nous avions utilisée, dépendent de l'énergie. Elles varient avec l'énergie, à très haute énergie. La théorie axiomatique, et donc les constantes de couplage, dans lesquelles intervient par exemple la masse de l'électron et la charge de l'électron. La théorie axiomatique, aussi, qui est une construction systématique qui évite la renormalisation. Elle a fait beaucoup de progrès, mais elle est incomplète, parce que c'est très difficile. Et donc, malgré tous ces progrès, ces paramètres non calculables, qu'on doit mesurer, restent des paramètres libres de la théorie. Alors, un autre point encore est à soulever. Alors, je me suis basé pour illustrer tout ça, sur l'électrodynamique quantique. Théorie photon, électron, positron et de l'électromagnétisme quantifié.
Mais ce n'est qu'une théorie quantique des champs parmi d'autres, en fait, parmi d'infinités possibles. Tout dépend des champs qui sont utilisés dans la théorie. Et il y a et il y a d'autres interactions. Il y a l'interaction faible et l'interaction forte, par exemple. L'interaction faible est une interaction, comme son nom le dit, elle est très faible, intervient dans certains processus radioactifs, certaines désintégrations de particules qui ont une durée de vie limitée. Et l'interaction forte est liée à l'interaction nucléaire, celle dans les noyaux des atomes. Et alors, on a aussi toutes sortes de théories plus ou moins artificielles qui servent surtout à un but pédagogique. Ce qu'on appelle la théorie Amphi 3 ou la théorie Amphi 4, par exemple, pour les citer. Alors, que donne l'analyse des diagrammes dans tous ces cas? Que donne le comptage des puissances? Trois cas peuvent se rencontrer. Premièrement, on n'a qu'un nombre fini de diagrammes divergents. On a une série de diagrammes divergents et c'est tout. Tous les autres ne divergent pas. Ce genre de théorie est très agréable, car on peut traiter séparément ces quelques cas spéciaux à la main, et tous les autres diagrammes ne nécessitent aucune renormalisation. On dit que la théorie est super renormalisable. Ça serait bien agréable que les théories soient comme ça. Mais ce genre de théorie semble toujours très artificiel et ne semble pas se rencontrer dans la nature. Deuxième possibilité, on a un nombre infini de diagrammes divergents, mais il ne faut en renormaliser qu'un nombre fini. En renormalisant ces deux diagrammes-là et en itérant ça avec tous les autres diagrammes, on renormalise tous les diagrammes d'un coup. C'est le cas de l'électrodynamique. Et c'est d'ailleurs, on est souvent dans le cas. On est donc dans ce cas-là avec l'électrodynamique quantique, mais aussi pour l'interaction faible et pour l'interaction forte. On est également dans ces cas-là. Une telle théorie est dite évidemment renormalisable. Troisième possibilité. Non seulement il y a une infinité de diagrammes divergents, mais pire, il faut renormaliser séparément une infinité de diagrammes de ce style-là. Mais là, il en faut une infinité. Parce que, à faire un truc qu'on construit des diagrammes, de nouveaux sous-diagrammes apparaissent qu'on n'avait pas encore rencontrés et qui sont potentiellement divergents. Et il en surgit sans arrêt. Et donc, pour normaliser séparément une infinité de diagrammes de base, il faut utiliser une infinité de paramètres, comme la masse et la charge électrique que nous avons rencontrée ici. Et là, il en faut une infinité de paramètres de ce genre. Ce genre de théorie perd tout caractère prédictif, ou pratiquement. On s'en trouve quelques petits trucs, mais pas grand-chose en général. Elle n'a aucun caractère prédictif, parce que on doit constamment renormaliser et inventer de nouveaux paramètres pour régler les problèmes de divergence de chaque diagramme. Et donc on doit quasiment tout mesurer pour calculer les diagrammes. La théorie n'a plus d'intérêt. Elle ne sert plus à calculer les valeurs, parce que de toute façon on doit les mesurer avant. Une telle théorie est peu utile. Et une telle théorie est dite non renormalisable. Une théorie non renormalisable est toujours ennuyante. Par exemple, dans la théorie d'interaction faible, on sait que les particules qui transmettent cette interaction, l'équivalent des photons, ce sont des bosons dits intermédiaires, W et Z. On sait qu'ils sont très massifs. On les a mesurés depuis. Et donc, on a voulu introduire des champs avec des particules massives. Mais la théorie était non renormalisable. Il a fallu, on devait se contenter d'une théorie
idéalisées dans lesquelles ces particules sont de masse nulle. Là, elle était renormalisable. Oui, mais ces particules ne sont pas de masse nulle. Et alors, c'est là qu'on a découvert le mécanisme dit de brisure de symétrie spontanée. En fait, il était déjà connu ailleurs, il est simplement a été utilisé là, avec l'invention d'un nouveau champ, le champ de Higgs, qui donne ainsi la masse à ces particules, et par la même occasion à toutes les autres. Et là, la théorie construite de cette manière était renormalisable. Et le Higgs, comme vous le savez certainement, a été observé il n'y a pas si longtemps. C'était la dernière pierre angulaire de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. C'était le dernier élément qu'il fallait observer. Et donc, une théorie normalisable, non renormalisable, est toujours gênante. La gravitation, qui est la quatrième force fondamentale, il y a 4 forces fondamentales, l'électromagnétisme, interaction faible, forte, et la gravitation, celle qui nous maintient au sol. Et cette théorie est malheureusement de ce type. Si on tente de la traiter par la théorie quantique des champs, donc si on tente d'en faire une théorie quantique, le vecteur qui transmet l'interaction, ce qui transmet l'interaction, c'est le graviton, qui était l'équivalent du photon pour l'électromagnétisme. Et le graviton a une certaine énergie. Or, c'est ça qui intervient dans la gravitation. C'est pas tellement la masse, c'est l'énergie. Si la masse, comme la masse des planètes qui nous attirent, a une telle importance, c'est parce que dans les formules pour l'énergie totale, c'est mc carré plus quelques autres termes dus à l'énergie cinétique, le mouvement, des énergies de liaison, des choses comme ça. Mais le plus gros thème, c'est celui-là. Et donc la masse joue un rôle automatiquement très important. Mais donc c'est l'énergie qui joue. Et les gravitons ont une certaine énergie. Et donc ils interagissent entre eux par la gravitation. Cela donne des diagrammes extrêmement touffus. Des diagrammes très touffus, très complexes, et même trop touffus. Et quand on fait le comptage des puissances, c'est la mauvaise surprise, la théorie est non renormalisable. Et en plus, une astuce comme celle de la brisure de symétrie ne marche pas, parce que le graviton est sans masse. Il ne s'agit pas de lui donner une masse. La technique de brisure de symétrie ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres approches pour la gravitation, pour la quantifier. D'autres approches existent. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie des cordes, peut-être aussi la gravitation quantique à boucle. Et cela fait d'ailleurs de la gravitation une interaction un peu à part. Elle ne se comporte pas vraiment comme les autres. Elle est vraiment un peu inhabituelle. Voilà, donc pour la renormalisation. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un effet que vous avez sûrement déjà entendu aussi, nous parlerons de l'effet Casimir. Et donc nous reviendrons au vide quantique et aux fluctuations du vide. Je vous remercie.